Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un affrontement d'une violence inouïe. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir à Khartoum entre deux généraux s'est rapidement transformé en l'une des pires crises humanitaires de notre siècle. Mais derrière les images de destruction qui parviennent sporadiquement au reste du monde se cache une réalité géopolitique bien plus complexe. Le Soudan ne brûle pas uniquement à cause d'une rivalité interne. Il se consume parce qu'il est devenu l'épicentre d'une guerre par procuration impliquant les puissances régionales et mondiales. Dans cette analyse ASF, nous allons décrypter les véritables moteurs de ce conflit, la rente aurifère, le contrôle stratégique de la mer Rouge et l'implication directe des parrains de l'ombre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques. Pour comprendre pourquoi le Soudan s'effondre aujourd'hui, il est impératif d'analyser l'architecture sécuritaire mise en place sous le régime d'Omar el-Béchir. Pendant 30 ans, la stratégie de survie du régime a reposé sur une division calculée des forces armées. D'un côté, les forces armées soudanaises ou SAF, dirigées aujourd'hui par le général Abdel Fattah al-Burhan, elles représentent l'armée institutionnelle dotée d'une force aérienne et de blindés lourds et dont l'état-major est historiquement issu des élites de la vallée du Nil. De l'autre, les forces de soutien rapide, les RSF, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Cette force paramilitaire est l'héritière directe des milices Janjaweed, initialement armées par Khartoum pour réprimer l'insurrection au Darfour dans les années 2000. Béchir a délibérément institutionnalisé les RSF en 2013 pour se prémunir contre un éventuel coup d'État de sa propre armée régulière. Cette stratégie du contrepoids a fonctionné jusqu'en 2019, date à laquelle, face à une révolution populaire sans précédent, Béchir a été destitué par une alliance de circonstances entre ces deux généraux. Pendant 4 ans, al-Burhan et Hemedti ont co-géré une transition chaotique, allant jusqu'à orchestrer ensemble le coup d'État d'octobre 2021 pour écarter les civils du pouvoir. Mais l'exigence d'intégration des RSF au sein de l'armée régulière prévue dans les accords de transition a signé l'arrêt de mort de leur alliance. Pour les SAF, absorber les RSF était une question de souveraineté étatique. Pour Hemedti, accepter l'intégration signifiait perdre son autonomie financière et militaire. Le 15 avril 2023, l'asymétrie de ce système a logiquement dégénéré en guerre totale. Si les RSF de Hemedti, bien que milices paramilitaires, parviennent à tenir tête à l'armée régulière, c'est parce qu'elles disposent d'un trésor de guerre colossal. Ce trésor ne repose pas sur les impôts ou les institutions étatiques, mais sur l'exploitation et la contrebande de l'or. Le Soudan est le troisième producteur d'or du continent africain. Depuis 2017, la famille Dagalo, via la société Al-Junaïd, contrôlée par le frère de Hemedti, a mis la main sur les principales mines d'or du Darfour, notamment le gisement de Djebel Amer. Cette appropriation a permis au RSF de développer un véritable empire financier totalement indépendant de la Banque centrale soudanaise. Selon plusieurs rapports du panel d'experts de l'ONU, la majorité écrasante de cet or quitte le pays illégalement. Et c'est ici que le conflit prend une dimension internationale. Dubaï est devenu la plaque tournante mondiale de cet or de contrebande. En échange, les réseaux liés au RSF parviennent à blanchir ses capitaux et à acquérir du matériel militaire de pointe sur les marchés parallèles, souvent acheminé via le Tchad ou la Libye, avec le soutien logistique de certains pays du Golfe. L'autre acteur majeur de cette ruée vers l'or est la Russie. Historiquement, via le groupe Wagner, aujourd'hui restructuré sous l'égide du ministère russe de la Défense via l'Africa Corps, Moscou a mis en place des sociétés écrans comme Meroe Gold pour extraire l'or soudanais et contourner les sanctions occidentales. En échange de cet accès aux ressources, les paramilitaires russes ont fourni des formations tactiques, des équipements de renseignement et des systèmes d'armes aux forces de Hemedti. Cette rente aurifère garantit au RSF une résilience logistique exceptionnelle, expliquant l'enlisement du conflit. Si l'or finance la guerre, la mer Rouge en dicte les enjeux géostratégiques. Depuis que la capitale Khartoum est devenue un champ de bataille urbain quasi impraticable,
l'état-major des forces armées soudanaises et le gouvernement du général Al-Bourhan se sont repliés à Port-Soudan. Cette ville côtière est devenue la capitale de facto et le poumon économique résiduel de l'État soudanais. Le littoral soudanais s'étend sur plus de 800 km le long d'une des artères commerciales les plus critiques du globe. Pour les puissances mondiales, contrôler ou du moins avoir un accès privilégié à cette côte est un impératif stratégique absolu. Près de 12% du commerce mondial transite par ce corridor. C'est précisément cette façade maritime qui attire les convoitises. Depuis des années, la Russie négocie la construction d'une base navale logistique à Port-Soudan, capable d'accueillir des navires à propulsion nucléaire afin de projeter sa puissance de la Méditerranée jusqu'à l'océan Indien. Face à l'enlisement du conflit, les alliances se reconfigurent avec un pragmatisme glacial. L'armée d'Al-Bourhan, cherchant désespérément à contrer la supériorité mobile des RSF, s'est tournée vers les nouveaux partenaires pour obtenir du matériel. Nous avons ainsi observé une reprise spectaculaire des relations diplomatiques et militaires entre le Soudan et l'Iran en échange de la fourniture de drones de combat de type Mohajer 6 qui ont redonné une capacité de frappe décisive au SAF. Téhéran cherche à obtenir un point d'ancrage naval sur la mer Rouge. Cette présence iranienne au Soudan inquiète profondément les Occidentaux, mais également les pays du Golfe, compliquant davantage l'équation sécuritaire régionale. Ce besoin vital d'armement nous amène à la dimension la plus complexe de ce conflit, l'implication directe des puissances régionales. Le Soudan est aujourd'hui déchiré par une guerre par procuration où chacun est perfusé par des acteurs extérieurs aux agendas divergents. Commençons par les Émirats arabes unis. Bien qu'Abu Dhabi demande officiellement toute implication militaire, de multiples rapports documentent un soutien logistique massif aux forces de soutien rapide de MSI. Ce soutien transiterait notamment par l'aéroport d'Anjaras dans le nord du Tchad sous couvert d'opérations humanitaires. Pour les Émirats, soutenir les RSF s'inscrit dans une stratégie globale visant à sécuriser des approvisionnements agricoles vitaux, à contrôler des infrastructures portuaires clés en Afrique de l'Est et à contrecarrer l'influence politique des frères musulmans, dont certains éléments conservent une influence résiduelle au sein de l'armée régulière soudanaise. Face à cet acte, l'Égypte se positionne comme le soutien indéfectible des forces armées soudanaises. Pour le Caire, la stabilité de son voisin du Sud est une question de sécurité nationale existentielle. Le Soudan est la profondeur stratégique de l'Égypte, particulièrement dans le cadre du dossier ultra sensible du barrage de la Renaissance en Éthiopie. L'Égypte ne peut tolérer l'émergence d'une milice paramilitaire s'emparant d'un État avec lequel elle partage le contrôle du bassin du Nil. De son côté, l'Arabie Saoudite, qui coparraine les pourparlers de paix de Jeddah avec les États-Unis, tente de jouer les médiateurs. Riyad perçoit les fondements du Soudan comme une menace directe pour sa vision 2030, qui nécessite une mer Rouge sécurisée et propice au développement touristique et économique. La symétrie de ces intérêts étrangers garantit qu'aucun des deux belligérants ne manque de ressources pour poursuivre les combats, verrouillant le pays dans une impasse meurtrière. En conclusion, ce que nous observons au Soudan n'est pas une simple rébellion ou une mutinerie qui a mal tourné. Il s'agit de la désintégration structurelle de l'un des plus grands États d'Afrique, catalysée par la voracité d'acteurs internationaux pour l'or et pour des positions stratégiques sur la mer Rouge. Le risque principal aujourd'hui n'est plus seulement la prise de pouvoir par l'un ou l'autre des généraux, mais la balkanisation pure et simple du Soudan. Une fragmentation du pays en fief contrôlée par des seigneurs de guerre exporterait le chaos vers l'ensemble des pays limitrophes, Tchad, Libye, République centrafricaine, Soudan du Sud, Éthiopie et Érythrée. Un effondrement total de l'État soudanais créerait un vide sécuritaire de la mer Rouge au Sahel. Un scénario dont les conséquences migratoires, économiques et terroristes se feraient ressentir bien au-delà du continent africain. C'était l'analyse ASF. Face à la complexité de cette crise, pensez-vous que la communauté internationale a les moyens d'imposer un embargo effectif sur les armes au Soudan? Ou le pays est-il condamné à une guerre d'usure? Nous vous invitons à partager vos analyses géopolitiques dans les commentaires ci-dessous. Si ce décryptage vous a permis de mieux comprendre les véritables enjeux de la guerre au Soudan, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à African Strategic Forum pour soutenir notre travail d'analyse indépendante. À très bientôt pour un nouveau dossier stratégique.